Dans cette vidéo, on va voir quelles conditions on doit réunir idéalement pour se lancer dans un projet avec de l'étalonnage. Ce sera l'occasion de faire le tour des notions de dynamique, de quantification 8, 10, 12 bits, de profil log et même de RAW. Avec ce pull, j'ai l'impression d'être dans Star Trek, Captain Kirk. J'ai pas regardé Star Trek, j'avoue. Mais je vois qui c'est Captain Kirk. Et Spock. Tiens. Prise de vue et étalonnage sont codépendants. Sur le plan artistique, mais aussi sur le plan technique. Pour faire un étalonnage de film dans de bonnes conditions, on a besoin d'enregistrer dès le tournage nos images avec une qualité suffisante et avec une exposition correcte. Je t'avoue que je fais cette vidéo parce qu'une fois par an, ici à Paris 8, je donne un cours d'étalonnage sur Resolve. Et mon but, c'est que mes étudiants puissent par la suite étalonner sereinement leur projet. Le problème, c'est que s'ils filment n'importe comment, avec n'importe quelle caméra, sans se demander une seconde quelle est la matière qu'ils vont sculpter, avec quel codec ils vont enregistrer, en 8 bits, en 10 bits, ça sert à rien. Tout commence dès la prise de vue, en fait. Donc je vais laisser la partie exposition du log et ses enjeux pour la partie 2. Et dans cette vidéo, on va d'abord se concentrer sur les spécificités d'enregistrement à utiliser. C'est pas la peine de tergiverser, hein? Si on veut des conditions à minimum confortables à l'étalonnage, que ce soit pour régler les contrastes, l'exposition, les couleurs, faire des propositions artistiques de look, il nous faut au moins des plans tournés avec une résolution UHD, 3840 par 2160, un sous-échantillonnage couleur en 4:2, mais surtout, une quantification 10 bits, associée à un profil log. Aujourd'hui, on trouve assez fréquemment ces spécificités dans les nouveaux modèles de caméra, mais encore faut-il aller sélectionner les caractéristiques pertinentes dans les menus. Hein ? Toi là-bas, là. Bon, si tu veux sélectionner par exemple le 4:2 10 bits, tu dois trouver ça dans les propositions de codec. Mais tu choisis bien, parce que tu as d'autres propositions de codec, plus compressées. Par exemple, tu as du 8 bits 4:2.0. Ça, c'est soit pour te faire gagner de la place, soit si tu veux utiliser des cadences élevées pour du ralenti, peut-être ça sera en 8 bits. Donc vérifie et sélectionne le codec qui te donne du UHD 10 bits avant de tourner. Ensuite, on a besoin d'aller chercher le log. Ça, tu vas le trouver dans les options de profil picture. Parce que oui, le log, ce n'est pas un codec. Ce n'est pas un codec. C'est bien un profil image. À partir du moment où ta caméra propose un profil log c'est pour logarithmique, tu peux sélectionner ce profil, quel que soit le codec d'enregistrement, que ce soit H265, ProRes, et quelle que soit la résolution. Ok ? Après, chaque constructeur a son propre log. Sony a le S-Log3, Lumix le V-Log, Arri le Log-C3, C4, bref. Chacun a sa propre recette. Pour comprendre à quoi sert le log, on va d'abord se pencher sur la dynamique. La dynamique se mesure en nombre de diaphes. Plus ta caméra a des diaphes sous le capot, et plus elle peut reproduire des nuances de noir à blanc. D'accord ? Mais c'est quoi ces histoires de diaphes ? On prend une charte de gris, de variation de gris, qui va du blanc au noir, mais où chaque frange est 2 fois plus lumineuse ou 2 fois moins par rapport à ses voisines. Cette variation, cet écart de 2 de la luminance, c'est littéralement la définition d'un diaphe. En anglais, on appelle ça un stop. Tu filmes cette charte de gris à partir de l'ISO de base et du profil log de ta caméra, et tu vas compter jusqu'où ton capteur est capable de transmettre ces différentes franges. Comme on a un diaphe entre chaque frange, tu comptes le nombre de barres, tout simplement, qui apparaît à l'image. Et ça te donne la dynamique en nombre de diaphes. Les caméras numériques en profil log peuvent avoir une dynamique de 13 diaphes, comme elles peuvent avoir une dynamique de 17 diaphes pour la Alexa 35 de chez Arri.
Voilà, tout dépend du modèle de la caméra et de son constructeur. D'où l'intérêt du log, en fait. On veut capturer la meilleure dynamique du capteur. Mais qu'est-ce qui se passe exactement en profil logarithmique? Le signal se tasse dans les niveaux de gris. Alors je sais, pour certains, ça semble un peu paradoxal. On parle de plus de couleurs, plus de dynamique, alors qu'on compacte le signal. Mais justement, on évite d'écrêter ce signal dans les noirs et les blancs. Alors, rassure-toi, l'image n'a pas vocation à rester comme ça. C'est comme un négatif numérique qui aurait besoin d'être développé, et où ton programme d'étalonnage, c'est le laboratoire. Chaque log, chaque négatif numérique est différent d'un autre. Personne ne voit la même chose. C'est une fois l'étalonnage qu'on va mettre tout le monde d'accord en choisissant un gamma, un espace colorimétrique. Soit Rec 709, soit HDR, PQ, ST 2084, etc. Si au final c'est pour se retrouver avec du Rec 709, pourquoi on tournerait pas en Rec 709? C'est une bonne question. Si tu tournes en Rec 709, t'as pas le droit à l'erreur. Si tu te trompes dans l'exposition, que t'es un peu trop blanc, tu pourras pas rattraper ça à l'étalonnage en Rec 709. Ça sera blanc, ça sera cramé, et puis c'est tout. Alors que l'idée du log, c'est que dès la prise de vue, t'es tellement de niveaux différents que à l'étalonnage, tu puisses sélectionner les parties qui t'intéressent. Après, si ton but, c'est vraiment de garder tes 14 diaphes de dynamique de la prise de vue jusqu'à la diffusion, à ce moment-là, il faut envisager du HDR. Du gamma ST 2084, et pour ça, je te renvoie à ma vidéo sur le HDR. Bref, t'auras compris que le log, c'est le seul profil qui te permet d'exploiter entièrement la dynamique de ta caméra. Mais pour faire vivre ce signal à l'étalonnage, il nous faut une quantification suffisante de 10 bits. Quand un capteur reçoit la lumière, il transforme les photons en électrons. Un électron, ça va être de l'électricité, ça va être une impulsion électrique qui va correspondre à une certaine amplitude, qui va nous permettre, en gros, de recevoir un signal analogique. Dans ce signal, l'amplitude représente la nuance de noir à blanc. Admettons que tu as une impulsion électrique forte, tu reçois beaucoup d'électrons, tu as beaucoup de lumière, ça va être le niveau blanc. Et inversement, peu d'électrons, ça va te générer une très faible amplitude qui correspondra à un certain niveau de noir. Et le niveau de noir, c'est aussi le niveau de bruit, de grain. Donc tu ne veux pas amplifier cette partie du signal. La précision de cette nuance de noir à blanc, elle dépend de la quantification. Plus tu as un axe vertical qui est découpé en plus de valeurs, en un certain nombre de valeurs, et plus le codage du signal va être précis. Le codage, c'est en fait transformer ce signal analogique en mot numérique. Comme un bit, c'est 0 ou 1, une quantification sur 8 bits, ça te donne 2 puissance 8 possibilités, 256 nuances, 256 niveaux de noir à blanc. 256 niveaux, c'est pas beaucoup. Quand tu appliques le profil log, le signal se tasse sur encore moins de niveaux. On se retrouve alors avec peut-être une grande dynamique, mais peu de niveaux différents pour les coder. Parce que oui, entre ton gris moyen et le gris un peu plus sombre en dessous, il y a des nuances entre les deux en fait. Dans son livre Digital Cinématographie, David Stump dit que idéalement, il faudrait 70 niveaux pour représenter les transitions d'un diaph à l'autre, entre une frange et une autre. Tout ça dépend de la quantification. La conséquence d'un enregistrement aussi pauvre que le 8 bits, c'est que lorsque tu développes ton négatif numérique, tu étires ton signal, et il casse très vite. Tu peux voir que le signal s'émiette. Ça se traduit par des artefacts, une perte de netteté et une difficulté pour le programme de proposer des nuances pertinentes. Tu vois, en 8 bits, clairement, on n'a pas 70 niveaux pour coder chaque variation de diaph. Après, te tracasse pas, si t'as une caméra qui tourne que sur du 8 bits, tu fais avec ce que t'as, en fait.
Mais si tu as la possibilité de choisir un codec plus performant, en 10 bits, avec du log, bah, c'est dommage de ne pas en profiter. Surtout que Resolve, derrière, c'est gratuit, voilà. Parce que oui, en 10 bits, tu passes tout à coup à 2 puissance 10 niveaux. 1024 nuances de noir à blanc. La différence est énorme. Tout à coup, on a bien plus de valeur par diaph, on a assez d'élasticité pour donner vie à un développement propre vers du Rec 709 ou même du HDR PQ. Et si on a des images qui sont correctement exposées, bah, on peut vraiment amener le signal où on en a envie pour créer un look. Mes étudiants ont beaucoup travaillé avec les caméras Sony FX30, FX3, 7S3. Ce sont des caméras qui peuvent tourner en interne du H265 UHD 422 10 bits, profil S-Log 3. Bon, bah, si ça c'est sélectionné, bah, c'est parfait pour faire de l'étalonnage et même un master HDR10, tu vois. Je t'ai parlé de ce qui me semble le minimum, mais si tu veux pousser le curseur sur les performances d'enregistrement plus loin, bah bien sûr, tu as certains modèles de caméra qui vont te proposer un enregistrement vidéo RAW en interne. Red, devenu Red Nikon, a depuis longtemps le R3D, le RAW R3D. Blackmagic, le B-RAW, Arri, le Arri RAW, enfin, etc. Ce qui est important à comprendre, c'est que le RAW, lui, il est arrangé du côté des codecs. Un codec un peu particulier. Il va pas d'ailleurs te donner plus de dynamique qu'un autre codec qui serait en 10 bits profil log. Par contre, il va te donner plus d'informations par diaph. Parce que le RAW, il va avoir une quantification sur 12 ou 16 bits. En 12 bits, bah, tes 13 diaphs seront répartis sur non pas 1024, mais 4096 niveaux. Donc si on fait un projet qui doit être diffusé en HDR Dolby ou DCP Cinéma, ce sera au final un export en 12 bits. Donc si on a 12 bits en sortie, c'est préférable d'avoir un projet qui a été traité dès la prise de vue en 12 bits aussi. Cohérence. Sur les caméras Sony que j'ai citées, A7S3, FX3, FX30, il n'y a pas de vidéo RAW en interne, mais ça peut s'envisager en externe grâce à la sortie HDMI et un moniteur enregistreur Atomos de la gamme Ninja, Ninja V, Ninja Ultra, Ninja TX. Dans les menus de caméra Output, j'active la sortie RAW, on va avoir un petit gain de résolution. On va passer du UHD au 4,2K pour la FX3 ou la 7S3, et à du 4,7K pour la FX30. Mais surtout, on va avoir une quantification plus élevée. 12 bits pour le ProRes RAW, 16 bits pour le ProRes RAW HQ. Voilà, comme le ProRes RAW, c'est désormais géré par Resolve, avec une mise à jour, bah c'est l'occasion de l'utiliser. C'est aussi possible, d'ailleurs, d'enregistrer en B-RAW, si tu préfères Blackmagic, avec le Blackmagic Video Assist 12G. Par contre, attention, parce que ce sera beaucoup plus de données que du H265. Il va te falloir beaucoup d'espace de stockage. Clairement, je ne vais pas tourner 2 heures de tuto en RAW, quoi. C'est pas possible. Est-ce que tu verras vraiment une différence entre le 10 bits H265 et le RAW? Sincèrement, je pense pas. On est à un niveau de prise de tête technique qui est tel que pour commencer à relever les différences, bah, faudrait vraiment tester ces codecs sur du HDR Dolby dans des conditions optimales, tu vois. Conclusion, le minimum pour de l'étalonnage, c'est un codec en UHD, 10 bits, éventuellement 12 bits si tu fais du HDR Dolby ou un DCP Cinéma. Un profil log, évidemment, pour profiter de toute la dynamique de ton capteur. Et si ta caméra coche ces cases, bah voilà, là, t'es très bien pour faire de l'étalonnage pro, quoi. Sélectionne juste les bonnes options dans les menus appropriés. Et si tu as la possibilité d'enregistrer en RAW, que ce soit en interne ou en externe, on est sur un enregistrement encore plus performant, mais attention à la quantité de données à gérer derrière. Pour autant, tu ne vas pas avoir de dynamique incroyable si tu fais n'importe quoi avec tes réglages d'exposition. Alors, regarde ma prochaine vidéo sur l'exposition du log, et sur ce, je te souhaite une vie longue et prospère.